Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voulais m'excuser de mon absence en vrai. J'ai un petit souci de santé qui m'a empêché de prendre le volant. Voilà. Alors, la question d'Alésia a été un petit peu abordée quand on parle de faux, de falsification, de faux sites. Du coup, Alésia vient assez rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez le site d'Alésia, donc je voulais juste vous présenter rapidement le Muséoparc Alésia, donc qui se compose d'un site gallo-romain qui est ouvert à la visite depuis le début du XXe siècle, du centre d'interprétation qui était dédié à la bataille et au siège de 52 avant Jésus-Christ et qui a ouvert au public en 2012, et de la statue de Vercingétorix qui a été érigée au sommet du Mont Auxois en 1865 après les fouilles napoléoniennes. Alors, la problématique avec Alésia, c'est que, voilà, on ne sait pas où est Alésia, on ne connaît pas Alésia, et qu'effectivement, c'est quelque chose qui est assez présent. Alors, qui a été présent avec un rythme et une force plus ou moins importante depuis le début de l'histoire du Muséoparc Alésia. Moi, je suis sur place depuis 2008 et la polémique, elle a vraiment évolué depuis 2008. On n'a pas forcément réagi, travaillé de la même manière, et notamment avec les publics et les scolaires. Donc, l'histoire de la polémique, jusqu'au XIXe siècle, il n'y avait pas vraiment d'hésitation. Alice Saint-Traine était à Alésia et c'est pas une localisation qui posait problème. Tout a changé en 1855 lorsqu'un érudit franc-comtois prétend que Alésia correspond au village d'Alès. Et là, il lance une controverse, une polémique qui va durer pendant plus d'un siècle, qui va susciter la mise en œuvre de fouilles. Napoléon Ier va décider de fouiller le site d'Alésia pour justement trouver les preuves de cette localisation à Alésia. Les fouilles auront lieu entre 1861 et 1865. Ces fouilles débouchèrent sur la précision, enfin sur l'affirmation que Alésia était bien là, et c'est pourquoi il fit ériger la statue de Vercingétorix au sommet de l'Oppidum. Malgré tout, en fait, ces résultats, ces fouilles, puis leurs résultats n'ont pas du tout calmé les opposants du site Alésia, et bien au contraire, ce qui a été évoqué précédemment, puisqu'on accusa les fouilleurs d'Alésia d'avoir truqué les fouilles et notamment d'avoir fait des fausses découvertes. On en parle pour les monnaies romaines, mais on en parle aussi pour le cantar d'Alésia qui aurait été mis, selon certains, dans des fossés pour faire plaisir à Napoléon III. Pour la question d'Alès, le dossier il est clos après les fouilles qui ont été effectuées entre 1952 et 1954. On a décidé, enfin, il a été prouvé que Alès n'était pas Alésia. Par contre, il y a depuis le 19e, alors plus d'une dizaine de sites. Tantôt on parle de 80 sites, tantôt on parle plutôt de 120 sites dans toute la France qui ont prétendu être Alésia. Les plus célèbres, c'est Isère-Nord qui se trouve en Savoie, Novalaise dans l'Ain, Aluz en Saône-et-Loire, Salins dans le Jura, Siam, Chaudet-Crotenay dans le Jura, Guillon dans l'Yonne. Ici, certains aussi disent que le site d'Alésia n'est pas autour du Mont Auxois, mais plutôt sur une colline juste à côté. Ces différentes localisations n'ont pas vraiment n'ont pas vraiment suscité, elles sont vite abandonnées. La polémique la plus récente et la plus importante, c'est celle qui concerne Chaudet-Crotenay et qui est vraiment émergée dans les années 60 et qui est encore vivace, enfin surtout jusqu'au milieu des années 2010, puisqu'un certain nombre d'ouvrages ont été écrits et cette polémique a bénéficié de l'implication de Franck Ferrand, qui était alors journaliste, qui animait des émissions d'histoire sur France 2 et sur Europe 1, et qui a écrit des ouvrages et a fortement soutenu la localisation d'Alésia à Chaudet-Crotenay, avec la collaboration de Daniel Porte, qui était maître de conférence honoraire à la Sorbonne. Alors, sur quoi se base cette localisation? Elle se base sur les travaux d'André Berthier, qui était
correspondant à l'Institut, qui était un savant réputé, qui bénéficiait d'appui universitaire et politique, et qui, lorsqu'il était en train de fouiller en Afrique du Nord, avait établi, à partir du texte de César, un portrait robot pour décrire le site d'Alésia. Et en fait, il a promené ce portrait robot sur toute la carte de France et est tombé sur le site de Chaudet-Crotenay. Il n'y avait pas de tradition littéraire et historiographique ni de prospection archéologique. La construction puis l'ouverture du musée au parc a généré effectivement, a permis une relance de la polémique et a fortement permis la médiatisation du site de Chaudet-Crotenay, surtout entre 2008 et 2016. L'ouvrage qui s'appelle Alésia, la supercherie dévoilée date de 2014, c'est un des derniers sortis. C'était pour les personnes qui travaillaient à Alésia assez agressif puisque cette contestation était médiatique, assez agressive et notamment n'hésitez pas à mettre en cause les gens à titre personnel. Moi, il y a eu des articles dans les médias où il était écrit « il faut contacter Mathilde pour lui envoyer des messages et lui dire qu'elle a tort ». Donc, c'était quelque chose d'assez féroce. Comment nous, on a réagi? Alors, on a documenté, voilà, on a constitué une bibliothèque et puis, surtout, on a posé les preuves de la localisation d'Alésia. Alors, si ponctuellement, comme ça a été dit tout à l'heure, certains peuvent être contestés, en fait, on ne s'appuie pas sur une preuve pour localiser Alésia à Lys-Saint-Traine. C'est un faisceau de preuves assez important qui permet effectivement de localiser Alésia à Lys-Saint-Traine. Il y a notamment le tracé des fortifications romaines, les monnaies gauloises, l'inscription in Alésia, les restes de chevaux, enfin tout un tas d'éléments qui permettent de localiser Alésia ici. Le parcours de visite, dans le parcours de visite, il a été décidé d'affronter la réalité en face et donc de consacrer une partie à cette preuve, à cette polémique. Et tous les sites ont été présentés les uns après les autres. Ils ont été clairement mentionnés. Et l'idée, c'était de faire la part des choses et de présenter les éléments qui avaient été retrouvés sur chaque site en insistant sur l'ancienneté et l'ampleur des fouilles d'Alis-Saint-Traine. Peut-être la difficulté et ce qui a prêté le flanc encore plus à la polémique et à la controverse, c'est que Alis-Saint-Traine, enfin le musée au parc alésien est un centre d'interprétation et on présentait très très peu d'objets, mais beaucoup de répliques, beaucoup de facsimilés et vous avez au milieu de l'image le panneau qui montre les collections qui sont conservées à Saint-Germain-en-Laye et qui donc sont à Saint-Germain-en-Laye que nous ne pouvions pas présenter. Donc, effectivement, la majeure partie des preuves que l'on présentait, on ne les avait pas sous les yeux puisqu'elles n'étaient pas conservées à Lys-Saint-Traine. Et donc, c'est aussi ce qui a pu être reproché, c'est qu'on apportait des preuves mais que les gens ne pouvaient pas les voir vraiment en face d'eux. Donc, on a apporté des arguments, mais ça n'a servi à rien. Et vous avez un article du Bien Public, donc le journal local qui date de 2016, où Franck Ferrand expliquait que chez les gens d'Alise, on n'argumente pas, on se targue. Et donc, effectivement, notre posture de présenter le débat, d'essayer un peu d'argumenter, n'était pas du tout comprise et n'était pas du tout a priori efficace. Alors, comment se comportaient nos visiteurs? En fait, dans la réalité, nos visiteurs, depuis l'ouverture du centre d'interprétation, on a très, très peu de questions sur la polémique. C'est le plus souvent fait très gentiment. En fait, les gens nous disent, il y a une histoire, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il y a quelques partisans de Chaudet-Crotenay assez agressifs qui sont venus, mais c'est vraiment très marginal. Et en fait, on note que la polémique, elle est surtout connue chez les gens d'un certain âge et que les jeunes visiteurs n'en parlent pas du tout. Alors, comment on a traité cette polémique avec nos jeunes visiteurs? Dans un premier temps, la consigne, c'était plutôt de ne pas en parler. Et donc, on
Nous, on avait très, très envie d'en parler. On a d'abord eu on voulait faire une animation qui s'appelait Alésia, c'est là. On nous a dit que c'était pas vraiment opportun et on a plutôt fait une animation sur le texte de César. Et l'idée, c'était de montrer comment le texte de César de travailler sur ce texte et voir comment il pouvait correspondre au site d'Alésia. Donc, vous avez la carte ici où on essayait on faisait lire les extraits du texte de César aux enfants et voir comment on pouvait adapter comment le texte de César correspondait au site d'Alésia, mais on ne parlait pas de polémique. Pendant de très nombreuses années, on a abandonné la polémique. C'était un non-sujet chez nous et la polémique médiatique s'est aussi arrêtée puisque Franck Ferrand n'avait plus d'émissions sur France 2, puis il n'avait plus d'émissions sur Europe 1. Et les partisans de Chaudet-Crotenay ont décidé d'arrêter de défendre le site de Chaudet-Crotenay comme étant Alésia, mais plutôt de défendre le fait que c'était un site intéressant du point de vue archéologique et qu'il méritait une fouille, mais qu'il ne cherchait plus à prouver que Chaudet-Crotenay était Alésia. Donc, c'était plus un sujet d'actualité. Néanmoins, excusez, il y a une faute sur mon texte. Néanmoins, avec une enseignante chargée de mission, on a eu envie de parler de cette polémique et on a organisé une visite débat en 2019-2020. C'était vraiment quelque chose qui nous intéressait. L'idée, c'était de proposer aux élèves d'étudier les textes, d'étudier les vestiges et de comprendre comment ces éléments permettaient de localiser avec certitude le site Alésia à Alys-Sainte-Reine. Donc, on a travaillé sur les deux sites, Chaudet-Crotenay et Alys-Sainte-Reine. Alors là, c'est essentiellement les éléments d'Alys-Sainte-Reine que vous voyez, mais on avait aussi toute une documentation sur Chaudet-Crotenay. On a une bibliothèque assez fournie sur la polémique. On conserve tous les articles. Et on avait demandé à une élève de Michel Rédé de nous préparer un dossier assez étayé. Donc, on a tous ces éléments. Et donc, l'idée, c'était de proposer aux élèves de lire le site, d'étudier les vestiges archéologiques et d'eux-mêmes réfléchir sur cette localisation, comment on localisait le site d'Alésia. Alors, on était plutôt très, très enthousiastes sur cette idée. En fait, il n'y a eu que 2 classes qui l'ont réservé. Et on n'a pas vraiment pu le tester de manière importante avec les enseignants et leurs élèves. Le centre d'interprétation a évolué plutôt on va dire que c'est maintenant une forme hybride entre le centre d'interprétation et le musée. Il a été décidé d'intégrer les collections gallo-romaines au parcours de visite et donc de revoir toute la scénographie. À cette occasion, s'est posée la question de l'espace qui était consacré à la polémique. Devait-on le garder ou le supprimer? Comment faire? Les débats ont été assez vifs avec les scientifiques puisque pour eux, la question, elle était réglée. C'était plus du tout un sujet d'actualité dont on ne devait plus en parler, de cette problématique de la localisation. Pour l'équipe du Musée au Parc Alésia, par contre, c'était quand même important de l'évoquer et même de l'évoquer dès le départ. Alors qu'avant, il était évoqué en fin de parcours, mais on s'est dit, il faut assumer. Il y a sans doute quelques visiteurs, il y a des visiteurs qui se posent des questions, qui veulent le savoir, donc on en parle. Et il a été décidé, alors je suis désolée, je n'ai pas réussi à voir le film, il a été décidé de l'évoquer sous la forme alors c'est pas vraiment un micro-trottoir, mais c'est des questions qui sont posées à des intervenants, ce sont des comédiens, qui ont été sollicités. On leur a posé un certain nombre de questions sur les Gaulois et sur Alésia. Ils avaient la consigne de ne pas travailler et effectivement, on leur a demandé où était le site d'Alésia. Donc évidemment, une des comédiennes répond que c'est à Paris, que c'est le métro Alésia. L'un répond que c'est en Bretagne, sans doute en référence à Astérix. L'autre situe en Bourgogne et une quatrième dit qu'effectivement, il y a plusieurs Alésia. La fin du film dit simplement que il faut visiter le reste du parcours pour mettre fin aux idées reçues. Je pense que je ne peux pas vous montrer les vidéos, voilà, je m'en doutais, donc vous aurez les liens. Parallèlement au travail que nous menions sur le site, il y a un certain nombre de jeunes archéologues, je pense notamment à Clément Salviani et à Vivien Barrière,
qui ont fouillé sur le site d'Alésia et qui ont commencé à intervenir sur les réseaux sociaux et qui ont fait un certain nombre de vidéos et de podcasts pour évoquer cette question. Et donc, vous pouvez voir ces vidéos, podcasts sur Internet. Récemment, nous avons, alors je ne sais pas si vous connaissez cette émission, nous avons été sollicités par France 5 qui a une émission qui s'appelle Chasseurs de fake, et donc c'est, je crois, un journaliste qui s'appelle Pain et qui travaille beaucoup sur les fake news. Alors les fake news dans l'histoire, mais aussi les fake news de manière plus contemporaine. Et il nous a sollicité pour travailler sur toutes les fake news liées à Alésia. Donc aussi bien la représentation que l'on peut avoir des Gaulois casque à cornes ou pas casque à cornes, mais aussi sur la localisation d'Alésia. Donc il a travaillé avec des élèves du collège de Montbard qui se situe à une quinzaine de kilomètres d'ici, et il est venu tourner avec eux sur le site. L'ont rencontré 2 médiatrices, mais aussi une archéologue, Fabienne Creusnet, qui est présente et qui fouille sur le site depuis une trentaine d'années. Et alors si vous avez l'occasion de regarder, je vous ai mis le lien juste après, c'est l'actu qui était consacrée à ce tournage. Je vous ai mis le lien, c'est plutôt très très efficace. Et j'ai noté cette phrase qui m'a interpellée, c'était comment est-ce qu'on sait que c'est ici et pas ailleurs, parce qu'on a fouillé. Et c'est un peu ce qu'on essaye, c'est comme ça qu'on traite la question. On part plus forcément sur la polémique avec les autres Alésias, mais plutôt on part de l'idée que c'est les fouilles qui permettent aujourd'hui de localiser Alésia. Voilà. Et c'est la fin, j'ai été très très rapide et j'ai parlé très vite, excusez-moi. Merci beaucoup Mathilde. Alors, il faut que j'arrive à départager peut-être. Des questions. Mathilde, j'ai une question. Quand les archéologues se sont un peu opposés à l'idée de réinvestir cette question de la localisation dans la nouvelle muséographie, pour eux, donc tu disais qu'ils n'étaient pas d'accord tout à l'heure, justement parce que dans leur tête, il y avait eu des fouilles, donc l'affaire était réglée, ou est-ce qu'il y avait autre chose pourquoi ils ne voulaient pas? Alors pour eux, la question elle est réglée et je crois que ils en ont, pour parler trivialement, un peu marre d'être interpellés dessus. On a essayé après l'ouverture du centre d'interprétation de faire intervenir des archéologues, notamment par exemple Michel Rédé. Et ils ont été très agressivement pris à partie. Enfin, cette polémique a pris certaines fois une dimension très très agressive. Je crois qu'ils voulaient vraiment passer à autre chose. Et par exemple, Olivier de Casanova, alors qu'il n'a pas fouillé sur la période qui correspond au siège, mais sur la période gallo-romaine, pour lui, ce n'est plus un sujet, la localisation d'Alésia. Donc, ce n'est pas la peine d'en parler.